Bonjour à tous. Donc, nous commençons aujourd'hui le webinaire sur Solutions Pro, comment végétaliser sa façade. Et nous avons le plaisir d'inviter aujourd'hui l'association Adivet et un de ses prestataires qui va se présenter tout à l'heure, François Lassalle. Alors, je vais en 2 mots vous rappeler ce qu'est l'Agence parisienne du climat. Donc, nous avons été créés par la ville de Paris il y a une dizaine d'années. Nous sommes le guichet unique qui est sur les questions de rénovation énergétique, que ce soit pour les particuliers ou les copropriétaires. Donc, parmi vous, il y a de nombreux professionnels qui travaillent avec nous, que ce soit sur la phase diagnostic ou sur la phase maîtrise d'œuvre, ou jusqu'à la phase travaux. Mais il y a aussi un certain nombre de personnes des conseils syndicaux et des copropriétaires qui sont intéressés par ce sujet, la végétalisation, en sachant que le plan Paris Climat a mis l'accent aujourd'hui sur le fait de végétaliser en même temps que les espaces verts et les espaces publics avec le dispositif Embellir Paris, les copropriétés. Donc, il y a vraiment un soutien très important aujourd'hui de la ville de Paris sur ces questions de végétalisation, et l'association Adivet est un partenaire très important pour l'Agence parisienne de climat. Donc, je vous invite, si vous avez des questions lors de cette présentation, de poser vos questions dans Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Et nous répondrons suivant nos possibilités d'horaire. Donc, nous allons aller jusqu'à 11h, 11h15 pour prendre un maximum de questions. Vous ne m'entendez pas? Avez-vous... alors, j'ai juste je réponds juste en direct à une question. Si vous ne m'entendez pas, c'est que peut-être vous n'avez pas bien actionné votre audio par rapport à votre casque. Donc, je vais maintenant passer la main à Monsieur François Lassalle, qui va vous présenter donc Adivet pour commencer, et ensuite vous présenter une solution technique potentielle, tout en revenant sur tout le travail qu'Adivet est en train de faire sur les aspects professionnels et la réglementation professionnelle qui va paraître bientôt en 2023. Donc, Monsieur Lassalle, je vous laisse présenter maintenant la trentaine de slides. Vous avez donc écran partagé en bas. Je vais zapper une... Alors, est-ce que là, Voilà. vous allez Très la voir? bien. D'accord. Très bien, nous entendons et nous voyons. Merci pour cette présentation. Je vous écoute. Voilà, donc je vous remercie l'Agence pour le climat de nous avoir invités, d'avoir invité l'association Adivet, et en l'occurrence, moi en tant qu'administrateur de l'Adivet et en tant que également animateur du groupe de travail façade végétalisée, c'est à ce titre-là que j'interviens. Donc, je vous présente rapidement l'association Adivet, qui a été créée juste il y a 20 ans quand même, donc ça ne date pas d'hier. À l'époque, on parlait très très peu de toiture végétalisée. Nous étions quelques acteurs professionnels à nous regrouper. Aujourd'hui, il y a 70 membres, ce qui n'est pas énorme, mais ce sont uniquement des membres professionnels, là aussi, qui sont répartis en applicateurs, donc entreprises d'étanchéité du paysage, en fournisseurs de systèmes ou de composants de systèmes, donneurs d'ordre, parmi lesquels des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, mais aussi contrôleurs techniques, experts, bureaux d'études, et puis organismes de recherche, organismes professionnels du paysage et du bâtiment. Ensuite, je vous décris rapidement les missions de l'Adivet, qui sont principalement, je dirais, de représenter le secteur de la végétalisation du bâtiment avec les pouvoirs publics, auprès des pouvoirs publics et du grand public, des acteurs donc privés et publics. Rendre compte du marché, participer à l'amélioration des connaissances du domaine, donc c'est ce que je fais entre autres aujourd'hui, professionnaliser les acteurs grâce à des actions de formation. L'Adivet est également présente
au niveau international, à savoir dans le cadre de l'EFB, l'Association européenne de la végétalisation du bâtiment, et également le WGIN, qui est le World Green Infrastructure Network, c'est-à-dire le réseau international du bâtiment végétalisé. Une petite présentation de moi-même, en toute modestie, pour dire un petit peu d'où je viens, d'où je parle, comme on dit. Et entre autres, donc, voilà, j'ai commencé moi en 1989 sur les toitures végétalisées, ça ne date pas d'hier. Je suis actuellement encore expert au JS 5.2 du CSTB pour ce qui est des avis techniques en étanchéité et végétalisation. Puis au sein d'Adivet, comme j'ai dit tout à l'heure, animateur du groupe de travail chargé de rédiger les règles professionnelles bardage rapporté végétalisé. On en parlera tout à l'heure. Et puis, accessoirement, je dirige une société qui s'appelle Flax, qui propose aussi bien de la conception que de l'expertise et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et également réalise de la recherche et du développement dans le domaine uniquement de la végétalisation du bâtiment. Alors, j'en viens maintenant à la présentation proprement dite, où je pars de l'existence, si on peut dire, à savoir que les végétaux poussent spontanément à la verticale, c'est ce qu'on voit sur la photo présente, dans des conditions bien particulières. On parle de biotopes spécialisés. Vous avez ici un mur avec des joints suffisamment ouverts pour que les plantes s'installent et se pérennisent de façon tout à fait spontanée, sans aucune aide de l'humain. Par contre, ça existe dans des cas assez particuliers et on ne peut pas espérer que ça se produise par l'opération du Saint-Esprit là où on souhaiterait. Donc, pour végétaliser une façade, il y a des différences de base par rapport aux toitures végétalisées, parce qu'on fait souvent non pas l'amalgame, mais on les associe. Pour le vertical, on n'a pas de support par défaut, contrairement à une toiture. Quand la toiture est plate ou rampante, on n'a pas de problème de support. On a éventuellement, potentiellement un problème d'étanchéité, de charge, mais on n'a pas de problème de support porteur. Pour ce qui est du vertical, on va évidemment s'adresser, se focaliser sur un support qui sera souvent un mur en béton, qui peut d'ailleurs être aussi en bois ou en acier, mais principalement en béton, sauf qu'on ne peut pas coller des plantes, jeter des plantes à la verticale. Et donc, il va falloir développer des solutions techniques spécifiques pour qu'il y ait des végétaux qui puissent pousser. Il y a pas mal de solutions désormais, on va en parler, qui ont vu le jour à partir des années 2000, on pourrait même dire 2005, grosso modo. Je pense surtout aux solutions dites de BRV, donc bardage rapporté végétalisé, mais je vais vous parler un petit peu de plantes grimpantes. Et donc, dans les plantes grimpantes, on a des niveaux de prix. Je parle de prix très rapidement parce que comme ça sera fait, comme on dit. Il faut compter entre 150 et 350 € du mètre carré pour l'installation de plantes grimpantes avec un treillage. Tout dépend de la complexité, un treillage, des câbles, etc. Ce n'est quand même pas des opérations qui sont aussi simples qu'on pourrait imaginer pour que ça fonctionne convenablement. Et puis, pour ce qui est des BRV, entre 450 et 800 € du mètre carré, vous voyez tout de suite que ce n'est pas très bon marché, mais ça présente quand même beaucoup d'intérêt et c'est pour ça que ça se développe. Donc, initialement, là, je fais un rapide historique. On peut parler des plantes grimpantes qui ont été et qui sont encore toujours installées dans le sol. Ce n'est pas du tout une mauvaise solution, mais c'est une solution qui présente quelques inconvénients, disons, notamment déjà la limitation du nombre d'espèces qui fonctionnent de façon autonome. On pense aux lierres, il y a d'autres espèces, mais il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sont capables de s'installer durablement sans support. Avec des supports, on ouvre nettement les possibilités d'emploi d'espèces différentes, mais on est toujours sur une solution monospécifique, si je peux dire, c'est-à-dire il y a une espèce qui pousse à un endroit, elle se développe. On a prévu, si on a bien travaillé en amont,
un peu son développement futur et les moyens de sa pérennité, mais c'est relativement limité. Et donc, en hors-sol, jusqu'aux années 90, on considérait qu'il y avait essentiellement une possibilité, j'en ai cité deux, parce qu'il y avait les murs modulaires en béton qui existaient déjà, mais qui étaient plantés sur les autoroutes, ça se fait d'ailleurs beaucoup moins maintenant. Puis sinon, les jardinières en périphérie de toiture, j'ai montré un exemple ici, avec des végétaux retombants. Mais avec ça, on ne végétalise pas une façade entière. Alors, en 1994, Patrick Blanc, dont vous avez certainement entendu parler, a présenté son premier mur végétal, qui était de petite taille, mais qui était vraiment très, très nouveau, puisqu'il s'agissait d'installer du végétal sur un mur sans connexion avec le sol. Et en 2005, donc ça lui a pris presque 10 ans pour aboutir à quelque chose de significatif, et très, très significatif. On a donc la référence connue internationalement du quai Branly à Paris. Vous avez en photo sur la droite. Et c'est une sorte de révolution parce que tout d'un coup, on déploie la possibilité de végétaliser des surfaces, par exemple, entre des fenêtres, là où on veut, avec les espèces qu'on veut. L'autre solution qui s'est développée en parallèle, c'est ce qu'on appelle la végétalisation modulaire, donc désormais le bardage rapporté végétalisé, ou BRV pour les intimes. Le point commun entre ces deux solutions, c'est que ce sont des solutions hors sol, donc sans connexion avec le sol, qui nécessitent une irrigation principalement et de préférence aussi une fertilisation. Voilà donc les différentes solutions de végétalisation verticale. Je détaille un peu. Du côté des plantes grimpantes, vous avez sur la droite un exemple avec des bougainvilliers qui poussent. Bon, on est à Monaco, alors c'est pas trop difficile du point de vue climatique, mais vous notez que ces plantes se sont développées sur un mur alors elles sont raccordées au sol, elles, mais sans treillage. Grâce à c'est une plante volubile en l'occurrence, qui comporte aussi des petits crochets, elle se développe comme ça. Donc pas mal de critères de choix pour les plantes grimpantes, pour les espèces grimpantes. Il y a des formes de développement différentes, des surfaces qui peuvent être très petites. Pour certains lierres, micro-lierres, c'est à peine 1 mètre carré. Pour d'autres, ça va être, en restant sur les lierres, ça va être 20 ou 30 mètres carrés. Et il y a beaucoup d'espèces de grimpantes qui peuvent prendre des développements intermédiaires. Maintenant, la particularité des plantes grimpantes, c'est que c'est un développement relativement irrégulier. Hormis le lierre, dont on sait qu'il est très, très compact, beaucoup d'espèces ont des développements irréguliers, notamment en bas, à partir de la zone où la plante est installée. Ce n'est pas forcément très, très garni. Et par ailleurs, on a besoin de taille de ces plantes grimpantes dans la plupart des cas, à un moment ou à l'autre. Voilà donc un exemple du coup de lierre, ça c'est à New York, mais ça existe un peu partout, où la façade est entièrement recouverte par du lierre. Il faut tailler ce genre d'installation parce que sinon voilà, on ne va plus rien voir. Il faut tailler aussi bien au niveau des ouvertures qu'en partie supérieure, et éventuellement d'ailleurs en épaisseur. Donc c'est pas complètement ça. On a tendance à penser que le lierre ça marche tout seul, mais ça marche convenablement pas tout à fait tout seul. Et sur la droite, vous avez un principe de jardinière, ça c'est en région parisienne, de jardinières dans lesquelles on a installé des plantes grimpantes. Ça se fait de plus en plus avec pas toujours des réussites flagrantes, mais ça fonctionne. On a besoin d'une profondeur sécurisée du bac dans lequel les grimpantes vont être plantées parce qu'elles ont besoin à peu près, ces plantes-là ont besoin d'une vraie profondeur. J'en viens ensuite rapidement, je vais pas mettre j'en viens rapidement à la solution de Patrick Blanc qui fonctionne sur la base de plaques de PVC. Alors il y a bien sûr une première structure, des plaques de PVC, un double feutre
et des poches dans lesquelles, des poches de feutre, donc, dans lesquelles on va installer des plants racinés qui ne sont pas forcément gros du tout. On verra ça beaucoup plus loin dans le PowerPoint. Mais on a une irrigation et ça développe le type de végétation que vous avez ici. Ça, c'est la rue d'Aboukir à Paris. Vous pouvez y aller tous les jours. Ça reste une référence. Patrick Blanc travaille désormais beaucoup plus à l'international et très peu en France, mais voilà, c'est une solution qui a fait ses preuves et son brevet est d'ailleurs tombé dans le domaine public, ce qui fait qu'il y a d'autres entreprises qui utilisent cette technologie. Maintenant, le BRV, donc bardage rapporté végétalisé. Pourquoi? Parce que dans le bâtiment, on sait ce que c'est qu'un bardage rapporté. Ce sont des éléments, on va dire, schématiquement décoratifs qui sont rapportés sur une façade et ils sont en général, ils peuvent être en métal ou en pierre ou en pierre synthétique, etc. Et donc là, ça dérive un peu de ces techniques-là, mais on parle de bardages qui sont végétalisés. Je vais détailler dans les slides suivantes ce qu'il en est. On peut simplement dire qu'il y a beaucoup de solutions désormais de bardage rapporté, dont le poids rapporté au mètre carré se situe entre 45 et 180 kg au mètre carré. Ce qui est à la fois peu et beaucoup. 45, c'est très raisonnable, mais il y a peu de solutions qui sont là et qui sont à ce niveau-là, et d'autres jusqu'à 180 kg. Par contre, ça pose des problèmes de statique sérieux, sachant que les problèmes de statique existent dans tous les cas de figure. Alors, ce bardage rapporté végétalisé, il comporte une ossature qui est fixée sur la structure porteuse, le plus souvent en béton, et des éléments modulaires de forme et de dimensions variables, puis un support de culture d'une manière ou d'une autre, même si on parle des nappes de Patrick Blanc, c'est considéré comme un support de culture, c'est là-dedans que les plantes poussent, si on peut le dire comme ça. Et puis, bien entendu, des végétaux adaptés. Il y a une expérience qui est désormais d'une quinzaine d'années là-dessus. On est allés les uns et les autres un petit peu à tâtons pour savoir quoi planter où. Voilà, donc sur la droite, un exemple de montage, de mise en œuvre. Vous voyez qu'il y a un cordiste qui est en train d'installer un système. Ce n'est pas forcément de cette façon-là que ça se fait, mais ça se fait aussi comme ça. Donc, différents types d'ossature, des ossatures simples, des ossatures complexes, c'est-à-dire à la fois horizontales, enfin à la fois verticales et horizontales, et éventuellement les grilles métalliques pour la seconde trame, disons, de l'ossature, avec des matériaux divers, notamment de l'acier, acier inox, de l'aluminium. Ensuite, il faut noter que, d'une part, on peut travailler avec l'ITE, donc l'isolation thermique par l'extérieur, en BRV. Autrement dit, on va avoir l'isolation thermique, puis par-dessus le BRV. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un choix possible de l'architecte. Et puis, donc, dans tous les cas de figure, on va conserver une lame d'air ventilée entre on va dire, le BRV et le mur proprement dit. Ce qui ressortit de la réglementation actuelle des bardages rapportés tout court. En ce qui concerne les contenants ou les modules, ils peuvent être préformés, ils peuvent être des cages métalliques qui du coup comportent un feutre pour enfermer le substrat, le support de culture, des cassettes métalliques plus ou moins complexes, et donc les fameuses nappes continues de type Patrick Blanc. En matière de support de culture, c'est un peu différent de ce qu'il y a en toiture, mais ça ressortit un petit peu de ce qui se fait en toiture, avec des mélanges, on dira, organominéraux spécifiquement développés pour les façades végétalisées. Pour ce qui est des végétaux, donc la grosse différence avec les plantes grimpantes, je suis toujours dans le bardage rapporté végétalisé, là, on a affaire à beaucoup de plantes vivaces, persistantes ou caduques, dont des graminées, dont des succulentes.
c'est un cortège floristique qui est différent de celui qu'on trouve en façade, en toiture, pardon, notamment parce que on va irriguer de façon régulière, ce qui ne se fait pas nécessairement en toiture. C'est pourquoi on cherche plutôt des plantes très résistantes à la sécheresse. Alors celles-là le sont aussi, mais on a moins cette exigence. Il y en a d'autres dont je vous fais grâce pour aujourd'hui. Et on peut aussi utiliser les végétaux ligneux, en tout cas des sous-arbrisseaux, des arbrisseaux, des plantes à moyen et faible développement. En règle générale, on est plutôt en épaisseur de 15 à 35 cm, c'est ce que vous voyez sur un certain nombre de photos, mais ça peut aller jusqu'à 60-80 cm, même 2 mètres, dans le cas notamment des solutions de Patrick Blanc, contre toute attente sur des épaisseurs de support de culture très très faibles, le développement peut être important. Quelques exemples de solutions et donc d'entreprises, de fournisseurs. La solution de Noventis qui s'appelle Vertis, du Prieuré qui s'appelle Vertipac. Alors ce sont chaque fois des exemples à l'installation, donc ce ne sont pas des chantiers véritablement développés, mais c'est comme ça que ça peut plus ou moins se présenter à l'installation. Vegetalis de Greenwall, Wallfloor de Wallfloor System, Vertiflore de Tracer. Alors, vous voyez surtout dans l'image centrale de Tracer la possibilité d'adaptation extrême en termes de format qui a été développé ici. Évidemment, il n'y a pas de plante à ce stade-là, puisque c'est un système qui est souvent planté en place. Mais je vous montrerai d'autres images de Tracer qui sont très parlantes. Un ventail vert sur la droite, où on fait coulisser des modules entre deux rails. La solution Sopranature Vivagreen, qui là est quasiment développée pour le coup, mais on voit encore peu ou prou les joints entre les modules. Solution de Patrick Blanc sur la droite, au stade de la plantation à peine développée. Je passe maintenant aux atouts et services rendus, parce que je n'ai quand même pas beaucoup de temps. Je suis en train de contrôler un petit peu mon timing. Voilà. La photo qui est derrière, c'est une référence de la société Tracer. Comme vous voyez, ça peut être très rempli, très dense, très vert, etc. Concernant les atouts et services rendus, je vais surtout détailler dans cette slide-ci. J'ai plusieurs slides ensuite que je passerai en général rapidement parce que ça sera un peu complexe à expliquer, mais je vous la laisserai quelques instants pour que vous posiez des questions le cas échéant. Donc, en termes d'atouts et services rendus, on peut parler de l'esthétique. Pour certains, c'est le premier argument, si je peux dire, la première justification. Ça tombe sous le sens, quand le mur végétal est bien installé, fonctionne, est bien entretenu, qu'on amène un plus esthétique à l'endroit où il se trouve, que ce soit dans une rue, dans un bâtiment privé ou quoi que ce soit. Ça coule de source qu'il y a un plus esthétique. Sur le plan thermique, il faut noter qu'on va pouvoir réaliser un rafraîchissement intérieur. Donc, il y a un rôle à la fois vers l'intérieur du bâtiment, vers les usagers, disons, et vers l'extérieur par, entre autres, le rafraîchissement de l'air qui va, on va dire, contribuer à l'îlot de chaleur. Il faut relativiser ça, je crois que je l'ai mentionné vers la fin de l'exposé, avec la surface concernée, parce qu'évidemment que si on fait une pastille de 10 ou même 30 mètres carrés de végétalisation sur un bâtiment dont ne serait-ce que la façade fait 300 mètres carrés, ça ne va pas être totalement pertinent par rapport à ces critères-là. Mais le principe existe, et évidemment, dans le cas comme l'image précédente où on a végétalisé la totalité du bâtiment, on peut être convaincu qu'il va y avoir un vrai impact au plan thermique. Sur la qualité de l'air, on joue un rôle aussi, davantage qu'en toiture pour le coup, parce qu'on est sur
une solution qui est comment dire, irriguée. Donc, à défaut d'envoyer, enfin, comment dire, de faire évaporer de l'eau directement par l'arrosage, ce sont les plantes qui s'en chargent. Et on a bel et bien une humidification de l'air ambiant qui se produit, de même que l'absorption de CO2 et de poussière, comme c'est le cas aussi pour les toitures. Mais il faut savoir qu'on a des plantes qui sont davantage en fonctionnement, comme dirait un horticulteur, que dans le cas des toitures végétalisées, surtout extensives, qui en été notamment sont en train davantage de résister, de chercher à résister, que véritablement d'optimiser leur fonctionnement biologique. On a également un impact sur l'acoustique, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, parce qu'on amène quand même des matériaux qui permettent cela. Sur la biodiversité, j'aurai une slide spécifique sur laquelle je vais m'arrêter tout à l'heure. Évidemment qu'on joue un rôle, je ne vais pas dire majeur, mais un rôle important à l'échelle, encore une fois, du format du mur vis-à-vis de la biodiversité. Il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, qui est l'aspect commercial. On va valoriser le patrimoine, évidemment, dès l'instant qu'on installe un mur qui va être pérenne et qui agrémente, participe, contribue à l'optimisation, disons, de l'esthétique globale du bâtiment. Et sur l'aspect sociétal, tout le monde s'accorde à considérer que, si je peux le dire sommairement, ça fait du bien de passer près d'un mur végétal ou d'avoir un mur végétal à proximité. Voilà, on est à la fois rassuré et on se sent bien à proximité de ce type d'équipement. Alors voilà les slides qui sont difficiles à exposer et qui risquent surtout de me manger beaucoup de temps. Donc je laisse cette slide à l'appréciation des personnes qui seront intéressées. Elles resteront de toute façon dans le téléchargement qui sera proposé. Il s'agit d'une source ADEME, donc, qui s'est donné la peine de rechercher des études qui ont été faites de par le monde sur le sujet du confort thermique et de la lutte contre les hauts de chaleur urbains. Celle-ci est également du même type, mais avec davantage de détails. On cite également le CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment, pour ceux qui ne sont pas dans les métiers du bâtiment, sinon tout le monde connaît. Maintenant, je reviens sur la biodiversité. Et pour dire qu'évidemment, comme d'autres types d'espaces verts, les façades végétales enrichissent le patrimoine floristique de la ville. Pardon. Et donc, on a une augmentation de la biodiversité qui est liée à ça, mais aussi, pas seulement floristique, mais aussi du point de vue de la biodiversité animale avec les insectes, les papillons et les oiseaux. Du coup, on peut prendre en compte la notion de coefficient de biotope par surface, dont le mode de calcul est précisé ici. Je vais aller un petit peu vite. Il y a un coefficient de biotope qui est pris en considération par l'ADEME, qui est de 0,5 pour les façades végétalisées. C'est un peu à l'intermédiaire entre une surface imperméable et un espace vert au sol, sachant qu'en toiture, on est un petit peu plus élevé. Même chose pour la qualité de l'air, la qualité de vie, j'en ai parlé rapidement. Et pour l'isolation acoustique, oui, j'ai mentionné qu'on peut considérer, prendre en compte les caractéristiques qui ont pu être calculées sur certains murs, dans la mesure où on a au moins une face complète d'un bâtiment qui est végétalisé. Ce n'est pas sur, encore une fois, une pastille de végétalisation qu'il va y avoir un impact. Maintenant, conception, maîtrise d'œuvre, entretien et cadre réglementaire. Je parlerai rapidement de l'irrigation, qui est donc un point crucial de tout système de végétalisation verticale hors sol, qui a besoin d'une conception spécifique et donc d'un ensemble de matériel dont je vous fais grâce, mais qui est au tableau, enfin du moins à l'écran, tout un ensemble
d'équipements qui sont à peu près tous incontournables, indispensables. On ne peut pas se contenter d'avoir un programmateur et puis un petit tuyau qui va et dire que ça va faire l'affaire. Sinon, on va se heurter à de gros soucis. Concernant l'entretien, il ne faut pas penser non plus qu'un mur végétal soit sans entretien, puis il ne l'est pas non plus d'une manière extrême. C'est simplement la nécessité de contrôler l'irrigation. Ça, c'est vital. Ce n'est pas seulement une bonne conception et une bonne installation de l'irrigation, du système d'irrigation, mais c'est aussi son contrôle qui doit être fait d'une manière régulière et il peut être fait pour partie à distance. D'ailleurs, on peut contrôler certains paramètres à distance, mais il faut aussi évidemment un passage sur place. Et ce passage sur place va permettre également le suivi de la fertilisation et surtout la taille, qui vaut d'ailleurs également pour les plantes grimpantes, comme pour les plantes des BRV, même si ce sont des plantes vivaces, elles ont tendance à faire des inflorescences qui se fanent en fin de saison, il faut au moins couper ça. Et voilà très schématiquement donné ce qu'il en est de l'entretien. Un certain nombre de points d'attention sont à prendre en compte en ce qui concerne la conception. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas trop m'étendre parce que le temps passe, mais on a listé ici tous les points d'attention qui vont générer, dans une hypothèse positive, la rédaction d'un CCTP approprié qui prend en compte tous les points nécessaires pour une réalisation correcte. Même chose, mémo pour les solutions modulaires, ça, c'est plutôt au niveau de la maîtrise d'œuvre, de la réalisation, donc, qui a un certain nombre de points à prendre en compte. Dans tous les cas de figure, dès l'instant qu'on est en hors-sol, il faut s'assurer, avant que le chantier commence, de la disponibilité de l'eau. Ça a l'air tout bête, mais j'ai eu l'occasion de savoir et de connaître des retours d'expérience divers qui sont que l'eau n'est pas toujours disponible sur un chantier neuf, notamment au moment où la végétalisation est en train d'être installée. Voilà. Et maintenant, l'environnement réglementaire. Donc, en fait, il faut comprendre que la végétalisation de façade comme de toiture, d'ailleurs, se situe à mi-chemin ou plutôt à l'interface de l'horticulture et du bâtiment, et que pour ça, la réglementation n'existait pas jusqu'ici et n'était pas simple d'ailleurs à produire pour essayer de prendre en compte les deux corps de métier. Donc, il n'y avait rien jusqu'ici comme règle professionnelle qui soit validée par l'agence qualité construction, ce qui permet l'assurabilité des ouvrages, au passage, ce qui favorise en tout cas l'assurabilité des ouvrages. On a quand même, j'ai oublié de le signaler dans cette slide, un avis technique qui a été validé par le CSTB, enfin par l'organisme en charge de la délivrance des avis techniques pour le compte de la société Tracer, mais c'est le seul. Et donc, des règles professionnelles pour les procédés de bardage rapportés végétalisés sont en cours d'élaboration, mais cette élaboration est, pour ainsi dire, terminée, presque terminée. On est dans les dernières phases. Et donc, on attend leur validation par l'agence qualité construction pour l'année prochaine. C'est ce qui permettra aux différents acteurs de la construction donc, de réaliser les façades en BRV, parce que là-dedans, on ne parle pas de plantes grimpantes, sur une base de référence sécurisante pour tous les aspects techniques et réglementaires et donc pour leur assurabilité. Voilà, j'en ai terminé avec un petit peu de retard, mais j'espère pas trop. Je vous remercie pour votre attention. Je dois dire que c'est un petit peu curieux de s'exprimer auprès de personnes qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, mais c'est comme ça. C'est la vie moderne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lassalle. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Alors, Suzanne, je vois que vous levez la main. Si vous avez la possibilité d'intégrer votre question dans Q et R afin qu'on y réponde d'ici quelques minutes.
Alors, la première question, l'irrigation étant un point central de ce type de solution dans quelle mesure est-ce que cela est vraiment une solution durable, notamment par rapport à l'économie en eau de la solution dont vous parliez tout à l'heure, à savoir BRV, le bardage rapporté. Est-ce qu'il existe des solutions qui permettent d'utiliser des eaux pluviales, par exemple? Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. D'accord, super. Oui, alors, bon, je réponds quand même à la première partie de la question, est-ce que c'est vraiment une solution durable, pas très économe en eau? C'est vrai que je n'ai pas donné de chiffres par rapport à la consommation d'eau, qui n'est pas très, très importante. On essaye de se rapprocher de la pluviométrie moyenne qui a lieu dans nos régions, comment on dit ça, dans les régions tempérées, sous les climats tempérés. Et donc, c'est de l'ordre de 500 à 800 litres mètre carré an. Je vous laisse faire le calcul du coût. Voilà, c'est ce qui se présente. C'est la commodité, effectivement, qui est prise en compte pour le fonctionnement correct des façades végétalisées, l'eau du réseau. Mais ce n'est pas du tout la seule solution. On peut très bien utiliser de l'eau de puisage. Ça se fait, simplement, on ne va pas se heurter, mais on va devoir prendre en compte une notion de filtration qui est très, très importante parce que l'eau de puisage, elle est rarement propre et donc il va probablement, au lieu d'utiliser un seul ou un ou deux filtres, il va falloir davantage de filtres et donc contrôler ces filtres une ou plusieurs fois dans l'année si c'est de l'eau de puisage. Et effectivement, l'eau de récupération est également praticable. Ça pose d'autres problèmes qui sont solubles, qui sont le stockage. Donc, où est-ce qu'on stocke en souterrain, dans une cuve, de quel volume, etc. Et puis là aussi, à nouveau, filtration. Il y a des problèmes potentiels bactériologiques aussi, mais tout ça, ça se résout, c'est soluble. Il faut simplement savoir que, en parlant de durabilité, ce type d'installation, schématiquement, risque d'être rentabilisé à échéance d'une dizaine d'années. Je parle de la récupération, du réemploi des eaux de pluie, par exemple, de toiture du bâtiment en question. Donc, c'est jouable, c'est faisable, ça vaut la peine, mais voilà, Actuellement, ça c'est cher. n'existe pas, si je comprends bien ce que Si, vous êtes en si, si, train. si, il y a Si, ok. il y a des cas il y a des exemples qui le pratiquent, tout à fait. Mais alors, notamment, effectivement, ces exemples, j'en ai quelques-unes en tête pour la partie toiture végétalisée, mais c'est vrai que lorsqu'on pense à la façade, on se dit, est-ce que pareil, ce type de système est efficace? Effectivement, comment on stocke l'eau pour que ce soit irrigué et utilisé au moment voulu? Oui, alors le stockage, c'est un peu le point central, c'est d'ailleurs ça qui coûte cher, parce que le plus souvent, on va pas, il va falloir un volume, ça dépend évidemment de la surface, c'est proportionnel à la surface, mais il va falloir un volume de stockage conséquent qu'on va difficilement, enfin en tout cas pas dans tous les cas, pouvoir installer au sol en extérieur. Donc en gros, ça va être une citerne enterrée. Et qui dit citerne enterrée dit excavation, la citerne elle-même, et voilà. Je vous la fais courte. Pour ce qui est des toitures, le rapport avec les toitures, c'est quand même qu'en toiture, on est content, enfin, on peut envisager de réemployer l'eau, de récolter au sol. On va en général la faire passer après, peut-être dans des asperceurs, dans des systèmes qui ne sont pas forcément très sophistiqués. Pour ce qui est de la façade, je suis passé rapidement sur le fait qu'on irrigue à partir de gaines à goutteurs, et ces fameux goutteurs, ils ont des diamètres extrêmement fins. En gros, pour le dire vite, ils peuvent se colmater. Donc, on a vraiment un point d'attention important à voir sur, je l'ai dit tout à l'heure, sur le filtrage. De même, ce qui joue un rôle aussi, c'est la fertilisation. On pratique une fertilisation liquide par solution nutritive. Il y a une pompe doseuse qui va définir ça, enfin qui va prévoir ça.
Sauf que quand on est sur potentiellement du recyclage, ça commence à devenir un petit peu délicat parce qu'il va y avoir une concentration des éléments nutritifs et il faudra corriger le tir, si je peux le dire rapidement, pour ça. Donc, en gros, ce n'est pas complètement simple, mais ça existe et voilà, ça peut se faire. Très bien, merci pour ce complément de réponse. Toujours pour rester sur le même sujet, qui gère le système d'irrigation? Est-ce que c'est l'entreprise qui installe le mur végétalisé ou une autre entreprise, comme une entreprise de plomberie? Moi, j'aurais tendance à… j'essaie de retrouver le texte là. Vous cherchez quoi? Oui, non, bon, peu importe. L'entreprise à retenir, c'est bon, soit on a travaillé d'emblée avec une entreprise de paysage, et ça va être elle qui va s'en occuper. Dans tous les cas de figure, j'ai tendance à dire il est souhaitable de s'adresser à un spécialiste, à quelqu'un qui fait vraiment du mur végétal, entre guillemets, couramment, qui l'installe et qui le suit. On peut avoir des déboires avec notamment l'utilisateur, quel qu'il soit, sauf s'il est véritablement formé aux besoins de l'irrigation. Mais bon, ça rejoint le sujet de l'entretien en général. L'irrigation en fait partie, c'est vrai que c'est un point important. Le fait qu'on puisse gérer une partie des besoins à distance, c'est quand même, ça facilite pas mal les choses. Mais il vaut mieux éviter de s'adresser à une tierce entreprise qui n'a jamais pratiqué le mur végétal au motif que ce serait, par exemple, une entreprise spécialisée en irrigation, en installation d'irrigation. Certes, ils ont des éléments de la compétence nécessaire, mais ils ne vont pas forcément connaître ce qu'il en est des végétaux poussant à la verticale, ce type de végétaux. Oui, c'est un peu comme pour les toitures, savoir, il y a un entretien qui sera proposé, un Oui, contrat d'entretien qui sera proposé, et un nombre de passages, une mise en place des oui, systèmes oui, d'irrigation. absolument. Oui, Ok. oui. Euh, Pour rester sur les coûts, quel est le coût d'entretien annuel moyen pour les BRV oui, c'est pas dont vous très, avez c'est parlé? quelque chose qui n'est pas très facile à répondre. Si on le ramène au mètre carré, parce que ça va forcément dépendre là aussi de la surface. Si vous déplacez quelqu'un pour 30 mètres carrés, c'est pas pareil que si c'est pour 300 ou 3000. Or, ça va être pas mal, dans un certain nombre de cas, lié au déplacement et aussi aux moyens de montage. Quand le mur est très haut, évidemment, quand il fait 2 mètres de haut, on doit pouvoir encore, je crois, réglementairement le travailler à l'échelle ou avec un petit escabeau. Mais quand il fait ne serait-ce que 5 et a fortiori 20 mètres de haut, ça va être soit des cordistes, soit une nacelle. Et donc, ça va grever le coût significativement. Euh, pour être un petit peu concret, j'aurais tendance à vous donner un coût d'entretien annuel qui se situerait entre 10 et 30 euros le mètre carré. On parle de… Voilà. Mais franchement, c'est à prendre en compte au cas par cas. Très bien, donc ça c'est pour le coût, hein. Ok. Très bien. On avait une question plutôt liée à la slide, notamment de l'ADEME. Qu'en est-il du confort d'été? Et donc ça, vous êtes passé très rapidement dessus, mais si on peut revenir peut-être dessus pour avoir plus de précision quand on parle de confort d'été, avec les solutions de végétalisation des façades. Enfin, Bon, toutes ces questions demanderaient vraiment plus de temps et de travail, en l'occurrence, pour bien expliquer tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que, par principe, dans la plupart des cas, et encore une fois, je fais référence au BRV un peu par commodité, parce que c'est aussi ce que je connais le mieux, mais c'est ce qui a tendance à répondre au maximum de questions. Là, on a un support de culture, donc on va dire un substrat, qui peut faire entre 6 et 15 cm d'épaisseur. Rien que le tampon que ça représente, plus le rôle de la végétation qui s'autorégule aux alentours de 25 à 30, maximum, ouais, 25 degrés, on a un effet forcément de refroidissement vers l'intérieur. Et donc, c'est évident. Plus encore, je pense, que pour les toitures, parce que pour les toitures, c'est vraiment dépendant
du caractère irrigué ou non de la toiture. Le plus souvent, elles ne sont pas irriguées quand on parle de végétalisation extensive notamment, voire semi-intensive. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup d'eau en gros dans le système, en toiture, l'impact confort d'été, il n'est pas très important. Ça a été montré notamment dans une étude du CSTB il y a déjà pas mal d'années. Par contre, pour la façade, par nécessité, d'une part, on a de l'irrigation, donc on a un milieu humide, on a les végétaux et on a des épaisseurs qui sont significatives, disons. Donc, on a cet effet de tampon qui va contribuer au confort d'été. Mais voilà, après, je vous renvoie quand même, malgré tout, à la lecture détaillée des slides que j'ai passés rapidement tout à l'heure. Très bien, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? On avait une remarque notamment au sujet des substrats. Donc, il faut savoir que les tourbières sont des zones humides qui abritent une biodiversité très riche et des intérêts écologiques exceptionnels. La plupart de la tourbe et de la sphère qu'on retrouve dans les terreaux viennent des pays baltes et de Russie. Donc, il faut donc privilégier d'autres substrats pour limiter l'exploitation des tourbières. Ça, c'est une question qu'on avait, Oui, une remarque. oui, je remercie Marie Montdésert pour cette remarque que je n'ignore pas. Je pense que c'est arrivé, la tourbe est arrivée malencontreusement dans la liste, on va le dire comme ça. Je suis bien au courant qu'il faut absolument désormais éviter d'utiliser la tourbe. Bon, elle peut quelquefois être remplacée par de la tourbe de coco. En termes techniques, ça peut être intéressant, sauf qu'elle va venir de très très loin. Donc, à nouveau, c'est pas extraordinaire. Là aussi, il y a tout un sujet sur les substrats. J'ai fait une présentation qui est générique et qui a donc listé des matériaux qui ne sont pas forcément tous orthodoxes aujourd'hui, enfin à privilégier aujourd'hui. Je suis bien d'accord. Et on a une question concernant la Oui. prolifération des insectes. Donc, il a été, selon de nombreux retours d'expérience, la végétalisation des façades favorise la prolifération des insectes. Et à quoi est due en fait cette prolifération? Est-ce que c'est dû aux palettes notamment végétales qui sont utilisées? Bon, je sais, c'est une question à double tranchant. Tout dépend si, pour le coup, on juge positivement ou non déjà la prolifération des insectes. Parce qu'on sait très bien, en tant qu'entité susceptible de vendre ou de prescrire des façades végétalisées, que ça peut être une hantise de la part d'un certain nombre d'utilisateurs. Surtout pas d'insectes à côté de moi. Donc, à la limite, ils vont convaincre l'architecte de ne pas en faire du tout. Il y a les insectes que les gens aiment et les insectes que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas trop les abeilles, ils n'aiment pas trop les araignées, qui ne sont pas des insectes d'ailleurs, mais voilà. Par contre, de fait, il faut faire avec déjà, à partir du moment où on valide une végétalisation de façade, ça vaut aussi dans une moindre mesure pour les plantes grimpantes, mais a fortiori avec le BRV. Là, j'en viens à l'autre partie de la question. Dans tous les cas de figure, on a des insectes, on a comment dire, une installation, une colonisation ou un passage d'insectes qui est à peu près incontournable. Alors, c'est lié de façon relativement directe à la palette végétale utilisée en ce qui concerne les BRV. Pourquoi? Parce qu'on a une grande diversité enfin une grande, elle n'est pas absolument énorme, on considère qu'il y a 200 taxons, donc 200 genres et espèces, disons, qui sont vraiment exploitables, mais il y en a peut-être davantage. Et c'est surtout très divers en termes de texture, de floraison, de période de floraison, etc. Donc évidemment, ça favorise le développement d'insectes. Après, en lien avec ça, on pourrait parler, et moi c'est ce qui m'apporterait plus, la problématique d'insectes phytotoxiques, si on peut dire ça comme ça. Je pense notamment à des nématodes, enfin ce ne sont pas des insectes, ce sont des vers, mais en tout cas des pathogènes qui peuvent s'introduire dans les substrats et générer des problèmes sur les plantes. Ça peut être le cas aussi d'insectes de coléoptères ou autres, mais
Mais voilà, quoi, ce qu'on peut dire un petit peu sur les insectes, oui, certainement que la diversité des espèces, des textures, etc., va favoriser une diversité des, la diversité des espèces végétales, va favoriser la diversité des Les espèces insectes qu'on va animales et retrouver au particulièrement niveau des insectes. Voilà. de la façade. On Ouais. avait une question concernant, est-ce que vous avez des retours d'expérience concernant les échanges avec les autorités d'urbanisme, donc la direction d'urbanisme ou les ABF, en cas de refus de projet de végétalisation pour des questions patrimoniales, notamment sur le bâti ancien? Bon, personnellement, j'en ai pas. J'en ai pas concernant les façades, ce qui ne veut pas dire que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'essaye de retrouver dans ma mémoire ce qu'il en est de cet arrêté. Non, il concerne les, les toitures. Pour les toitures, il y a un arrêté qui commence à être maintenant ancien, qui a peut-être pas 20 ans, mais au moins une quinzaine d'années, qui dit qu'il est interdit d'interdire les toitures végétalisées. Donc ça fait jurisprudence. Dans le passé, il y a une trentaine d'années en arrière, moi j'étais effectivement confronté pour les toitures à des refus des ABF, ça a existé, voire effectivement de façon indirecte des refus des autorités d'urbanisme. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Pour les toitures, je n'ai pas connaissance que ça se perpétue, d'autant plus qu'il y a eu et il y a de proche en proche des subventions, des incitations en tout cas à la végétalisation. Donc, j'ai tendance à croire que ce n'est pas, pas important si ça existe. Et après, c'est aux autorités en question d'expliquer, d'expliciter leur refus, quoi. Je n'ai pas l'impression que ce soit commun aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci. Et moi, j'ai peut-être une question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre, notamment en Île-de-France. Donc là, on a eu la question avec le bâti ancien, mais est-ce que vous voyez passer ou est-ce que vous êtes interrogé pour des questions de façade végétalisée, que ce soit dans le neuf ou encore en rénovation des bâtiments en copropriété ou autre? Je n'ai pas vraiment compris votre question. Est-ce que vous voyez plusieurs, en tout cas, est-ce que vous avez eu à travailler sur plusieurs projets de végétalisation des façades, notamment en copropriété ou sur le neuf en Île-de-France? Parce que c'est qu'on n'en voit pas passer énormément. Parfois, on est interrogé, nous, plus végétalisation des toitures. Mais c'est vrai qu'en façade, pas tant que ça. Et je me posais la question, est-ce Non, que oui, vous, non, d'autre pour côté, être franc, en ce qui concerne mon expérience, pas trop jusqu'ici. Et on va dire, évidemment, c'est dommage. Moi, je vais trouver que c'est dommage. Maintenant, tout dépend si on parle de rénovation ou de neuf. Je pense que c'est bien davantage envisageable en neuf, à ceci près qu'il va falloir très probablement convaincre, c'est valable dans les deux cas d'ailleurs, convaincre les copropriétaires de la justification de ces solutions, quoi. Et je pense franchement qu'il est probable que le coût risque d'en faire reculer plus d'un, si on parle en tout cas de solutions de bardage rapporté végétalisé. Je crois me souvenir que la ville de Paris n'a pas été jusqu'ici très encline à favoriser ces solutions-là pour raison de coût et aussi, comme l'a signalé quelqu'un, d'une image euh, pas très responsable sur le plan environnemental du fait de la consommation d'eau. Donc voilà. Après, les plantes grimpantes, on peut très bien revenir sur les plantes grimpantes. C'est pour ça que je n'ai pas voulu éliminer le sujet. Les plantes grimpantes, elles offrent pas mal d'avantages, mais quelques inconvénients. Il ne faut pas penser qu'on fait tout avec les plantes grimpantes. Et je vois, y compris sur Paris, de proche en proche, des tentatives de colonisation par plantes grimpantes où on a mis trois bouts de fil de fer et un vague tendeur, et puis installer une plante sans lui donner d'eau, et on imagine qu'on va végétaliser un mur.
Donc, il y a des cas de figure. Alors ça n'aura pas coûté du tout, même 150 € le mètre carré, ça aura coûté 3 fois rien. Mais ça ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà, il y a de la technique à mettre en œuvre, même pour les plantes grimpantes. Et pour les façades par BRV, voilà, c'est quelque chose de plus complexe et qui a donc un prix significatif. J'ai juste une question sur les règles professionnelles. Est-ce que ça ne concerne que le BRV ou il y a d'autres solutions techniques qui vont être concernées par ces règles? Non, ça va concerner, on a été obligé de faire des choix parce que c'est un travail énorme. Pour ne rien vous cacher, il s'est étendu sur plusieurs années, de nombreuses années, hein, ça ne date pas d'hier. Ça a représenté un nombre incalculable de réunions avec tous les acteurs évidemment concernés au sein d'Adivet, mais aussi les acteurs extérieurs, des interviews au CSTB et autres. Il a bien fallu faire des choix. On a fait le choix de ne raisonner que sur le support béton, par exemple, alors qu'il y a de la demande et de la réalisation d'ailleurs sur des supports, enfin des structures de murs en acier, en bardage métallique, tout simplement, sur les centres commerciaux, par exemple. On va se retrouver sur un bardage métallique et ça pose d'autres problèmes. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas faisable, mais ça aurait déployé encore d'autres dimensions au document. On a fait le choix de travailler que sur les végétalisations d'intérieur, gros lapsus, d'extérieur, donc pas du tout d'intérieur, parce que c'est à nouveau pour cause de microclimat, si on peut dire, enfin de climat, entre guillemets, encore une autre problématique. On a fait le choix de travailler sur le BRV presque uniquement, mais on prend en compte aussi les solutions dites Patrick Blanc, donc qu'on appelle désormais de nappe continue. Donc, en gros, il y a nappe continue et BRV, il n'y a pas les plantes grimpantes du tout, ni d'autres solutions modulaires autoportantes, par exemple, qui pourraient exister. Voilà. Enfin, il y a d'autres façons de végétaliser du vertical. Là, votre demande concernait les façades à proprement parler, donc je m'en suis tenu à ça. Alors qu'on peut végétaliser aussi des équipements métalliques, enfin des structures métalliques qui sont autonomes, par exemple. Tout à fait, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, mais là, je pense qu'on a déjà oui, il y avait fait le tour. Il y déjà avait quand pas même mal de matière. de la matière. Vous Donc allez… voilà, c'est un petit peu restreint comme contenu, mais bien que ce soit restreint, on en est à, je sais plus, 60-65 pages du document. Donc c'est pas un document comment on va dire ça, réalisé en quelques semaines. Tout C'est à du fait. lourd. Voilà, tout à fait. Donc ça, on pourra l'obtenir en 2023 quand elles seront publiées. Voilà. Donc, écoutez, il est 11 h aujourd'hui, donc on va arrêter ce webinaire, mais je vous remercie beaucoup de votre intervention. Je vous en Et prie. puis, comme je le disais, on continuera de toute façon à travailler avec Adivet sur ces questions et à vous inviter régulièrement pour des webinaires. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de Merci à journée à vous. tous. Au Merci à revoir. tous. Au revoir. Au revoir.